présentation, en fait, elle vise à... C'est un cours 101, c'est-à-dire que, grosso modo, elle a trois objectifs. Ce sera de présenter les bases du développement durable avec des définitions, les définitions de base, et puis d'où viennent les définitions, comment elles ont évolué. Proposer des cadres de référence pour parler du développement durable dans les formations. Donc, vous venez, vous participez à cette école de printemps, vous venez peut-être de comptabilité, d'affaires internationales, si on parle de HEC. Vous venez peut-être de médecine, vous venez peut-être des arts et sciences. Donc, le développement durable s'articule de différentes façons dans vos champs de connaissances. Donc, ce sera l'objectif 2 et l'objectif 3. Et puis ensuite, je vais énoncer quelques compétences transversales. Donc, c'est une sorte de, pour parler français, une sorte de crash course là, de 20 ans ou 30 ans de recherche qui sont résumés en 12 ou 13 minutes. Donc, les bases du développement durable. Donc, le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc, au départ, c'est une définition qui résulte d'un consensus entre représentants plus d'une centaine de pays dans les années 80, donc c'est assez daté. En même temps, c'est la définition qui est la définition de référence. Et donc, ça, c'est une définition consensuelle. Ensuite, alors, d'où vient cette définition? Il y a Pardon. Donc, cette définition, en fait, elle vient, ça fait 50 ans qu'on parle, avant, dans les années 70-80, on a parlé d'éco-environnement, on parlait donc, ça va faire 50 ans l'année prochaine que la conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm a eu lieu. Cette conférence a marqué l'émergence dans nombre de pays des ministères de l'environnement. En 92, une autre date, c'est la conférence des Nations Unies pour l'environnement de Rio, qui aboutit à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Aussi, parce qu'on est à Montréal, ça aboutit à la création de la Convention cadre pour la Convention de la biodiversité, dont le secrétariat est à Montréal. Protocole de Kyoto autour des changements climatiques en 1997, qui marque un accord international autour de la lutte contre les changements climatiques et des engagements des différents pays. Le sommet du millénaire des Nations Unies à New York, au cours de laquelle, en 2000, 160 pays se convergent autour de l'identification de 8 priorités pour lutter essentiellement contre la pauvreté. Et puis ensuite, 2015, c'était donc l'adoption du programme des Nations Unies de développement durable qui reprend les objectifs du développement du millénaire qui avaient été définis en 2000. Et puis un accord historique entre un nombre important de pays pour respecter les objectifs de la lutte contre les changements climatiques. Le Canada et le Québec adoptent leur stratégie de développement durable en 2015-2020. Et puis, en 2015 aussi, c'est la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, donc l'accord de Paris. Donc voilà, vous avez ces grandes dates qui marquent des accords, qui sont des étapes importantes. Maintenant, alors, ce qu'on observe depuis 1987, c'est l'institutionnalisation du développement durable. C'est-à-dire que le développement durable est devenu, on en parle partout, et comme beaucoup d'idées qui sont institutionnalisées, l'institutionnalisation mène à cette diffusion mène à une très grande diversification aussi des significations. Donc là, vous avez un document de 2005, on pourrait l'actualiser maintenant, qui identifie en fait un certain nombre d'interprétations ou de diversité des définitions du développement durable. Alors, si vous allez par exemple en bas à gauche, avec les économistes néolibéraux. Les économistes néolibéraux, de leur point de vue, les questions environnementales ne sont pas vraiment existantes. Ce sont des questions qui sont liées au dysfonctionnement du marché et les enjeux d'inégalité ne sont pas importants, ne sont pas significatifs non plus. Donc dans cette perspective de laisser faire, c'est le marché qui va résoudre des enjeux, les enjeux qui seraient des enjeux environnementaux, par des coûts qui seraient des coûts adéquats. Donc, on dit
À l'autre extrême, vous avez des mouvements qui sont des mouvements écoféministes, écosocialistes, des mouvements autochtones qui sont proches de l'écologie sociale, pour qui les enjeux environnementaux, au contraire, sont des enjeux qui sont intimement liés à la résolution d'enjeux d'inégalités structurelles. Et donc, dans la perspective, dans ce cas-là, c'est une perspective de transformation. Donc là, vous avez tout un ensemble de représentations, en fait, qui sont assez étendues autour de ces différentes définitions ou ces différents cadrages du développement durable. Donc ensuite, alors mon ordinateur gèle. Donc ensuite, en même temps, vous avez donc le développement durable. Là, vous avez plusieurs façons plus récentes aussi de faire de telle sorte que l'équation environnementale, sociale, économique et culturelle soit résolue. Et donc, de la gauche à la droite, vous avez des approches qui sont des approches gagnant-gagnant, c'est-à-dire l'approche, le cercle vertueux de la Fondation Ellen MacArthur autour de l'économie circulaire. Ensuite, la prospérité sans croissance, donc Tim Jackson, un mouvement qui met en évidence qu'on va résoudre cette équation, cette non-soutenabilité en diminuant ou annulant la croissance. Ensuite, on a des approches, plus vous allez vers la droite, plus des approches qui mettent en avant des approches qui visent à favoriser la résilience, donc les approches des transitions, des transitions micro, donc des transitions très grassroots, très mouvements locaux, avec Robert Kapskins et puis le Transition Handbook, et puis l'approche de la décroissance. Et puis ensuite, tout à fait à droite, donc des approches qui vont plus vers une rupture, et puis avec des théories autour, et les théories et les pensées autour de l'effondrement, où on les appelle aussi les collapsologues. Donc vous avez donc il est important de se situer quand on parle de développement durable. Il est important, à mon avis, de reconnaître le pluralisme des approches et puis de former les étudiants à la pluralité de ces approches, tout au moins, ou encore, si on se situe dans un paradigme, d'avoir la transparence de se situer et d'énoncer explicitement ces postulats. Donc ensuite, maintenant, comment traduire le développement durable des cadres de référence pour parler de développement durable dans vos formations, dans nos formations? Alors, une première porte d'entrée, c'est les objectifs du développement durable, dont vous avez certainement entendu parler. Donc, il y a 17 objectifs principaux, plusieurs centaines de sous-objectifs. Et là, mon approche par rapport aux objectifs de développement durable, c'est de voir comment nos disciplines ou nos champs d'enseignement ou nos champs de connaissances peuvent contribuer à la réalisation de un ou plusieurs de ces sous-objectifs. Par exemple, si vous êtes en économie circulaire, vous allez contribuer à la production et la consommation durable. Si vous êtes si vous travaillez en sciences de l'environnement, vous allez contribuer à la conservation, biodiversité et protection des écosystèmes. Si vous êtes en sciences politiques ou en gouvernance politique et droit de l'environnement, par exemple. Donc ça, c'est une première approche. Deuxième approche, c'est un deuxième cadre qui est un cadre général, c'est le cadre des limites planétaires. Alors, grosso modo, vous avez tous probablement entendu parler des cadres de référence pour les changements climatiques. Donc là, vous voyez que les changements climatiques, dans cette perspective, représentent une des 9 limites planétaires. Et donc, il existe d'autres limites planétaires qui sont identifiées. Donc, là, je vais juste, par exemple, mentionner l'acidification des océans, qui est un mécanisme, qui est un cadre, un phénomène en cours. Et donc là, les limites planétaires, on peut les utiliser de plusieurs façons comme cadre d'analyse ou de référence. Un, pour consolider des connaissances, pour faire le point sur ce que l'on connaît. Donc souvent, on a des connaissances qui vont être des connaissances sur des écosystèmes locaux. Et deux, pour faire du rapportage aussi. Un certain nombre d'entreprises et puis un certain nombre de municipalités aussi se sont engagées autour de démarches de rapportage autour de certaines des limites planétaires. Les budgets carbone, par exemple, représentent un exemple de ce mode de rapportage. Alors,
Troisième point maintenant, troisième partie de la présentation, c'est qu'on on reconnaît les spécificités des différents champs de connaissances et de formation, et je vais vous présenter maintenant comment en fait on envisage, comment on propose et on suggère, avec beaucoup d'humilité, de reconnaître ces différents champs de connaissances pour contribuer au développement durable. Et puis après, je vais vous proposer un référentiel de compétences transversales que je trouve très pratique. Donc le premier, là, ce sont des études qui viennent de Barnett et Coate 2005, qui identifient les structures fondamentales des programmes et de développement durable. Donc, grosso modo, on pourrait diviser les champs de connaissances et de formation à l'université et dans les écoles, dans les établissements universitaires, comme étant composés d'art et humanité, dans lesquels la connaissance de soi et la connaissance en construction sont les éléments les plus importants. Donc là, on voit le développement durable comme une réflexion éthique et une quête de sens, et on va se poser des questions autour du pourquoi, vers où. On peut, deuxième grand champ de connaissances et de formation, c'est tout ce qui touche autour des sciences et technologies. Et donc là, là on met l'accent sur la connaissance en construction, une connaissance qui repose souvent sur la connaissance et l'application de la mathématique. Donc là, on voit le développement durable et puis le développement durable comme un ensemble de contraintes et de mesures à partir d'une construction objective des connaissances. En génie, on est dans ce paradigme ou dans ce type de connaissance. Maintenant, le troisième type de connaissance porte plus sur les professions et puis autour d'une pratique réflexive. Donc là, le développement durable vient comme une application et une praxis et une éthique qui va être une éthique appliquée. Donc là, par exemple, pour prendre un exemple de HEC, donc là, comment intégrer dans la comptabilité, dans les sciences comptables, des dimensions environnementales ou les coûts environnementaux. Donc, comment réfléchir sur ma discipline, sur ma pratique et comment ensuite former les nouvelles générations à des professions qui vont être des professions qui vont tenir en compte, qui vont avoir cette préoccupation de tenir en compte des enjeux de développement durable. Ensuite, là, je vais vous présenter des compétences transversales qui viennent d'un travail de l'Union internationale de la conservation de la nature. Ça date un petit peu, mais ça a bien vieilli. Donc, on a cinq compétences qui ont été identifiées. La première compétence, c'est la compétence prospective. C'est comment se projeter à long terme. En général, quand on s'intéresse au développement durable, on est plutôt réceptif aux mauvaises nouvelles. Et comment donc se projeter à long terme au-delà de ces mauvaises nouvelles? Comment voir le ciel au-delà des nuages? Deuxième compétence, c'est la pensée critique. Donc, comment remettre en question nos systèmes de croyances? On a tous des systèmes de croyances. Nos champs de compétences, nos disciplines reposent sur des systèmes de croyances. Donc, comment recadrer nos systèmes de croyances pour insérer des dimensions critiques? Troisième, c'est reconnaître nos biais, donc mettre en avant une réflexion critique par rapport à nos disciplines, par rapport à nos formations. Ensuite, promouvoir la pensée systémique, donc reconnaître la complexité et identifier des liens et des synergies dans la recherche de solutions. Donc cette pensée systémique, c'est une pensée cognitive, mais c'est aussi une pensée appliquée. Donc, et puis ensuite, la quatrième compétence, c'est celle de promouvoir et de valoriser le dialogue, la négociation et la collaboration. Donc construire des partenariats. Dans une école de gestion où souvent on fait la promotion de l'avantage concurrentiel, d'une dynamique de concurrence, etc., d'une dynamique de marché. La construction de partenariats, ce n'est pas la première compétence qu'on développe. Ensuite, permettre l'inclusion et le renforcement des capacités, donc par des modes de décision participatifs aussi. Là, je vais parler du point de vue des organisations. Dans nombre d'organisations hiérarchiques, ce mode de décision participatif n'est pas forcément la première compétence qu'on va développer. Donc là, vous avez un ensemble de capacités, un ensemble de compétences qui peuvent être des compétences transversales qu'on peut enseigner dans nos différents champs de connaissances, dans nos différents types de formations, qui sont des compétences assez génériques et qui sont des compétences proches de l'esprit du développement durable. Donc voilà. Et puis un autre, pour finir, je voulais juste partager avec vous, en fait, on parle de plus en plus, donc
malgré les critiques, le développement durable demeure un concept central dans l'enseignement pour promouvoir une vision inter- et transdisciplinaire. Donc, ce que l'on sait, c'est, comme je vous l'ai montré, c'est un concept générique qui résulte d'un long processus consensuel. C'est un concept qui est institutionnalisé. En même temps, c'est un concept qui est éclaté, contesté, mais central. Et en même temps, donc, on vous invite donc à l'adapter en fonction de votre domaine de formation et de votre pédagogie aussi, de votre style pédagogique. Donc là, et puis là, au cours de notre école de printemps ce matin, on aura l'occasion de justement de faire plusieurs adaptations, de réfléchir sur les modalités d'adaptation. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention.